Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour l'épisode 12 de Jours de Coupe au pluriel parce que vous le savez, il y en a deux des compétitions continentales, des coupes donc, la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie, bien évidemment. On va s'intéresser à ce qui s'est passé aujourd'hui hein, sur tous ces terrains-là, avec beaucoup plus de matchs en Afrique qu'en Asie, puisqu'aujourd'hui c'était la journée entre guillemets calme, on va dire, en Asie avec seulement deux matchs. Le temps pour moi d'abord de saluer ceux qui sont présents dans le chat. Je vois les habitués, Asbeber, Alaramik, Zigzon, Max Lar, je l'ai peut-être déjà dit, Lookman, Gringo, je vois que Pierre est dans le coin, Francky, Ronan pardon, et Antoine Gibbs, bonsoir à tous. On va débriefer donc cette journée et je ne vais pas être seul pour débriefer cette journée puisqu'ils vont être deux à m'accompagner. Le premier, c'est par lui qu'on commencera d'ailleurs. L'asiatique de service. Je suis sûr qu'il adore qu'on l'appelle comme ça. Monsieur Kylian Besson. Salut Kylian. Ouais, bonsoir, bonsoir à l'asiatique. Voilà. Ouais, L'asiatique de Saint-Étienne, quoi. Voilà. Euh, t'inquiète pas, je suis l'Argentin de Rennes. oui, oui. Mais bon, c'est pas grave, t'es l'asiatique, voilà. Voilà, je suis l'asiatique. Voilà, la prochaine fois, je te présenterai en japonais. Non, je préfère en ouzbek ou en Alors, non, tadjik. attends, mec, japonais, je pense que je peux le faire, mais Hmm. Oh, ouzbek, non. dommage. L'Argentin d'Argenteuil, ouais, c'est un peu ça. Et le deuxième qui va nous accompagner, lui, pour le coup, je peux dire le Tunisien tunisien, Le Tunisien de Paris. mais de Voilà, ça Paris, c'est mais plus il est mieux. tunisien quand même, pour Voilà, le coup, voilà, voilà. c'est ça. Monsieur Letko, salut Letko. Ouais, salut Nico, salut Kylian et salut le chat. Bonsoir à tous. Et ça a l'air d'aller. Oui ou non, non, moi, bah écoute, aujourd'hui, ce soir, tu es un homme soulagé. On Voilà. en parlera tout à l'heure, Bah, mais non. je suis soulagé. Un peu comme Naïsna en 2010 avec l'équipe de France, quand la Coupe du Monde s'est terminée pour l'équipe de France après Naïsna, je pense que tout le monde a été soulagé. Et ben moi, aujourd'hui, c'est la même chose. Ouais, on en parlera, Voilà. on est quand même dans des circonstances différentes, hein, voilà, Ouais. voilà. Mais oui, oui, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. Bonsoir à Brett Sinclair, qui est parmi nous. Eh ben, écoutez, vous savez quoi, on va y aller direct. On va commencer par débriefer cette journée. On va commencer par les premiers matchs de la journée, hein, tout simplement. On va y aller chronologiquement parce qu'en fait, je le disais, il y avait qu'un seul groupe qui jouait aujourd'hui. C'était en Asie, donc on va aller un peu sur la Coupe d'Asie. C'était le groupe du Japon. Alors, on le savait, on l'avait dit, tout était joué hein, concrètement dans ce groupe. Enfin, tout était joué, non. Il y avait quand même la possibilité d'un accident, hein, Kylian. Autant l'Irak était assuré de finir premier, quoi qu'il se passe, autant le Japon, il y avait la possibilité d'un véritable accident, je le disais, une défaite contre l'Indonésie, et ça devenait compliqué même pour se qualifier. Oui, 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 ça aurait été la troisième place et avec 3 points seulement. Donc, ça aurait pu être très compliqué pour le Japon, effectivement. Mais donc, il n'y a pas eu de. En fait, il n'y a pas eu de surprise hein, aujourd'hui, comme j'ai titré dans le compte-rendu du jour. Il n'y a pas eu de surprise. On va peut-être commencer justement par ce match du Japon face à l'Indonésie. On attendait, hein, on avait quand même peu de doutes sur la possibilité d'une victoire japonaise, quand même. Non. Mais on ne sait jamais, parce que les prestations du Japon jusqu'ici, c'était quand même pas dingue dingue. Non. Il y a eu beaucoup de changements opéré par Moriyasu. Et ça s'est imposé. Je sais pas si on peut dire qu'on est complètement rassuré par cette équipe japonaise. Euh, Tu vas me donner ton avis dans un instant. Moi, pas sûr, pas Moi non complètement. plus. Mais bon, l'essentiel est fait. Ils ont gagné, mais j'ai la sensation qu'il y a quand même encore beaucoup, 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 beaucoup de questions qui demeurent autour de cette équipe, hein. Bah, je suis assez d'accord, surtout qu'on reviendra sur les buts, mais les 3 buts au final, c'est 3 erreurs indonésiennes. Globalement, enfin, il y a quand même de la construction derrière, mais au final, ce qui fait que ça rentre, c'est qu'il y a 3 erreurs indonésiennes à chaque fois. Donc, ça me pose un peu problème. Après, sur la compo, voilà, on s'est un peu tourné, mais il y a quand même il y a quand même une base solide avec quand même Kubo, quand même Ueda. Bah, Ueda, par exemple, Nakamura à n'était pas là au gauche. match 2. Oui, mais Après, oui. les compos du match 1 et du match 2, bon, Oui. Mais, voilà. mais tu vois, parmi les questions, tu abordes la compo, parmi les questions, il y a quand même pas mal de changements. Alors, est-ce que c'est de la rotation? Est-ce que c'est Moi, la volonté de changer les choses? Je suis pas sûr que tu fasses de la rotation sur un match où, non. en cas d'accident, tu es dans la sauce. Est-ce Moi, que je cette pense plutôt que formule-là, elle peut tenir, enfin, elle peut se conserver surtout?
Moi, je pense plutôt qu'il y a certains joueurs qui auraient dû être titulaires dès le début, qui ne l'ont pas été, qui l'ont été aujourd'hui. Je pense à Machida, par exemple, en Mhm, défense, mhm. qui a été beaucoup plus solide aujourd'hui que Taniguchi ne l'a été. C'est pas dur, hein. Oui, c'est pas dur, c'est vrai, mais oh, oh. Ouais, bah écoute, on a le droit de tirer à balles réelles, hein. Voilà. La présence aussi de Nakayama à gauche qui a fait beaucoup de bien par rapport à Hiroki Ito. Et puis en attaque, forcément, quand tu mets un buteur de métier qui a déjà prouvé en sélection, ça marche tout de suite mieux quand tu mets un ailier placé au buteur ou quand tu mets un gamin de 23 ans qui joue sa première compétition avec le pays. Bref. Ouais, ça revient, ça va dans le sens de ce que dit Xixon aussi, hein. Ueda est quand même le titulaire naturel, oui. Mais ça va lui faire du bien le doublé. Alors après, il y a aussi, tu le disais, hein, ils sont aidés par des erreurs individuelles, des erreurs défensives et tout. Ils sont surtout aidés par le penalty dès la 3e minute, quoi. Oui, ouais. Une faute totalement stupide de Sans Jordi Amat. complètement idiote, complètement. Voilà. À l'image de son match, quelque part. Et à l'image du match des 3 défenseurs centraux indonésiens, je peux même plutôt dire. Un match avec des erreurs complètement stupides. Voilà, donc Ueda qui trempe pas, qui ouvre le score, ça lui fait du bien. Derrière, on a pas mal dormi quand même, en première mi-temps, j'ai trouvé. Enfin, Ouais, plus qu'en deuxième, en tout ouais, cas. la première mi-temps, c'est compliqué, hein. À un moment, tu as quand même eu cette frappe de Nakamura sur le poteau, où pareil, la défense indonésienne mal placée. Malheureusement, il la met sur le poteau alors que le but était grand ouvert. Bon, voilà. Et, et puis, attends, il intervient quand le deuxième but? J'ai oublié. D'entrée de Non, deuxième mi-temps. ouais, entrée de deuxième mi-temps, c'est ça. Le deuxième but d'Ayase Ueda. Voilà, servi par Dohan. Enfin, servi par Dohan, oui, surtout pour que la défense indonésienne n'avait pas suivi, puisque tu avais Rido et Amat au premier poteau sur ça devait être Kubo. Et t'as Hubner qui regardait les tribunes, peut-être, je sais pas, il avait vu quelque chose Ah, il a dû dedans, voir ou un les truc. oiseaux, Ouais. voilà. Du coup, bah, t'as Ueda tout seul au second poteau, face au but, cette fois-ci, Alors c'est ça marrant. rentre. C'est marrant parce qu'au début, je me suis demandé si Kubo, quand il vient couper au premier poteau, ne fait pas exprès de rater la balle. Je me dis, oh, c'est trop fort s'il le fait exprès. Enfin, tu vois, tu sais, il pourrait faire une feinte en fait, parce qu'effectivement, ils sont 2 sur lui. Et, On peut, et en fait, non. on peut dire que c'est une feinte, si tu veux, ça, tout le monde sera content. Non, il a vraiment raté le ballon. Non, mais si on dit que c'est une feinte, ça permet de légitimer La surprise. l'intervention des défenseurs, Ouais. plus le fait que Kubo soit un mastermind, donc on peut dire ça. Ouais, Voilà. ouais, j'ai voulu, hein, franchement, je me suis dit, ouais, non, ça Non, marche pas. non. Je pense que c'est pas possible, personne n'y croira. Personne n'y croira. Et c'est vrai que, pour le coup, en fait, c'est assez intéressant par rapport à ça. Alors, tu l'as dit, hein, en première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose du Japon, mais ils ont marqué d'entrée. Ils sont quand même pas à l'abri à la pause. Ils marquent d'entrée de deuxième, donc, entre guillemets, ils tuent le match d'entrée de deuxième mi-temps. En tout cas, ils s'offrent, on va dire, une bonne respiration. Et voilà, voilà, ils s'offrent la liberté et de se libérer surtout. On voit quelques mouvements intéressants quand même en deuxième mi-temps, mais sans plus en fait. Bah, j'ai trouvé le côté gauche en deuxième mi-temps vraiment intéressant avec Nakayama qui montait et qui combinait pas mal avec Nakamura et Atate. Il y a eu quelques moments intéressants avec de l'appui remise, un peu de jeu en triangle. Par contre, sur le flanc droit, Ouais. c'était le désert et ça vient peut-être un peu contrebalancer le fait qu'en premier temps, j'ai trouvé le côté droit plus intéressant avec Dohan qui a manqué, enfin qui a manqué plusieurs fois sa chance face au but, qui a fait une bonne première mi-temps, techniquement notamment. Ouais. Et le bon match aussi de Seiya Maikuma, qu'il faut noter, qui a été bien plus rassurant défensivement que Sugawara et qui a quand même relativement apporté, surtout en première. Après en deuxième, il était un peu moins en vue. Mais ça peut être pourquoi pas, une bonne solution, disons, on va dire une solution plus solide, plus posée, on va dire, pour le Japon, parce que c'est un joueur qui va moins monter, qui va qui va moins laisser de place dans son dos. Donc ça peut être une solution intéressante contre des équipes, enfin une bonne alternative en tout cas. Ouais, alors comme le dit le frère de Khaled, Ueda va ramener la coupe à la maison au Japon, je sais pas, on en est encore très loin, surtout si le Japon ne hausse pas son niveau de jeu, mais bon, on sait jamais, hein, c'est une autre compétition qui va démarrer. Asbeber n'est pas rassuré par le Japon parce que l'Indonésie était très fébrile, on va saluer Mafoi qui est dans le chat. Kubo en dit s'il se fait plaisir. Assez libre, hein, Kubo, hein, dans Oui. le système, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Non.
Surtout qu'en plus, en première mi-temps, c'était moins le cas, mais en deuxième, il y avait parfois vraiment des gros trous entre le milieu indonésien et la défense. Et dans cet intervalle, Kubo, il se régalait à chaque fois. Ouais. Donc c'était assez intéressant à voir. Et puis, bon, là, on parle des bonnes choses, mais il faut parler aussi des mauvaises choses, encore une Ouais, fois. on va les, Dion on, Suzuki. on va l'évoquer dans un instant. Je regardais 2, 3 messages. Mm. Xixon qui nous dit le pire, c'est que les Japonais, quand ils accélèrent et combinent, on sent que ça fait très mal. On a eu la sensation au premier match comme ça. Ouais. Que le match face au Vietnam, déjà, on s'était dit, bon, ils sont largement au-dessus. Tu sens que s'ils ont envie, entre guillemets, de vraiment accélérer, ils peuvent faire mal. Mais en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables d'accélérer? Mm. C'est la question qu'on se pose depuis 3 matchs et on n'a toujours pas la réponse encore aujourd'hui. Mm. Voilà, Maïkouma qui joue dans le club préféré de Kylian, nous dit Francky. Je ne réponds pas aux provocations. Mais non, mais ça, c'est très bien le Cerezo. Oui. J'aime pas du tout non plus, mais personne n'aime le Cerezo. Mais... Non. Après, on n'aime pas le même club avec Kylian, donc voilà. Oui, mais on a cette passion commune pour le Cerezo. Et cette passion commune pour Osaka. Voilà, de manière générale. Voilà. Pareil, enfin voilà, tout le monde nous dit que c'est une très belle ville. Je suis allé une fois à Osaka et j'ai pas aimé. Bref, on va pas partir dans le tourisme japonais. Ça me fait penser à leur compétition de 2019, très laborieux dans le jeu, et puis contre l'Iran, ils font un match de patron, espérant la même. On verra, on parlera des huitièmes de finale dans un instant, même si pour l'instant pour le Japon, on ne le sait pas. Il y a quand même la grande perspective que ça soit de la Corée du Sud. Donc un Japon-Corée du Sud en huitième, on risque de s'amuser ou pas. J'espère qu'ils mettront pas le match à 12h30, mais à mon avis, ils mettront le match à 12h30 parce Bah que oui, ces vu équipes-là les jouent à horaires. 12h30. Oui. Donc voilà, on verra bien, on n'y est pas encore. Tu voulais l'aborder et j'allais justement te lancer là-dessus. Là où il y a encore quand même pas mal de questions à se poser par rapport au Japon, c'est notamment défensivement, c'est notamment dans les buts, parce qu'il y a quand même ce but concédé. Oui. Et très franchement, entre le placement de la défense et l'intervention de Zion Suzuki, Oh là 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 comment là. dire, si tu veux gagner la coupe, va quand même falloir serrer à un moment. Ah bah là, les défenseurs, le match était déjà fini pour eux. Hein. Ils étaient tous agglutinés à un endroit. Petite passe, j'ai même pas vu qui c'était qui faisait la belle petite déviation de la tête pour Sandy Walsh, qui marque son premier but en sélection avec l'Indonésie. Voilà, donc bravo à lui. Et l'intervention de John Suzuki, encore une fois, avec les trous dans les gants. Parce que Ah bah c'est compliqué. c'est compliqué. Et elle est compliquée hein, pour l'instant, son Mm. Asian Cup à Suzuki. Hein. Et sauf qu'en plus, tout ce qui gravite autour est compliqué entre le racisme, on va dire, racisme qu'il a subi, on va dire, plus du coup le fait que Moriyasu, il voulait l'aligner pour dire que voilà, il peut faire des grands matchs aussi, bah, plutôt que d'aligner le troisième gardien, le deuxième gardien, pardon, ce qui était prévu à la base, du coup il a remis Suzuki. Au final, ça continue de desservir le pauvre Suzuki. Et le souci, c'est que là, maintenant, Moriyasu peut pas le sortir pour le huitième. Non. Il a, Pourtant, entre il guillemets, faudrait. je vais dire, il a grillé son joker parce que dans l'absolu, s'il avait changé son gardien aujourd'hui, bon, il se serait peut-être causé des maux de tête, hein, parce que imagine qu'il ait quelqu'un d'autre à sa place et que ça se passe beaucoup mieux. Il se met des maux de tête pour les huitièmes de finale. Mais bon, là, il peut plus changer. Et le problème, c'est que maintenant, on arrive sur les matchs couperés. Et c'est vrai Oui. que pour l'instant, il a rassuré personne, Suzuki, et je vais même dire qu'il inquiète. Et peut-être aussi que cette fébrilité défensive, elle est aussi liée à ça. On le sait que le gardien est important quand même Ouais. pour rassurer une défense. On le voit, on en parlera tout à l'heure avec le Maroc qui a Bounou dans les buts. C'est autre chose quand même. Ouais. Mais on en revient toujours à ces problèmes de gardiens au Japon, là, avec les trois gardiens, parce que même si tu n'as pas Suzuki, ce que tu as pris derrière Suzuki, est-ce que ça te rassure vraiment plus? Genre un Maekawa qui a fait certes une grosse saison avec Kobe, mais qui dans une carrière pas forcément toujours au meilleur niveau. Et puis Taishi Nozawa, qui est jeune, qui a même pas même pas une demi-saison dans les jambes, en pro. Ça pose des questions quand même. Et on arrivera sur le fameux débat qu'on va pas ouvrir ici parce que sinon on en a pour un moment. Mais est-ce Oui. que le Japon ne devrait pas un jour faire comme la Corée du Sud, hein, d'ailleurs qui exporte très, très bien ses gardiens vers le Japon justement. Oui, voilà. Mais ouais, mais il faudrait peut-être que le Japon se pose cette question-là, hein, parce que la Corée du Sud l'a fait.
Elle a eu, au départ, ça a été compliqué parce qu'il fallait que les gardiens soient sud-coréens. Alors pour ceux qui ne savent pas, même je sais qu'il y a quelques experts quelques dans le chat, mais pour ceux qui ne savent pas, la Corée du Sud a imposé, il y a je ne sais plus quelle année déjà maintenant, que les gardiens de but de leur club soient 100% coréens. Donc il n'y a pas de gardiens étrangers en Corée du Sud, ce qui a contraint aussi à former des gardiens de but. Et au final, dans la zone, en tout cas dans cette partie de l'Est, dans cette partie de l'Asie, pardon, on n'est pas à l'Est, on est à l'Ouest. Non, on est à l'Est. Putain, chaque L'Est, fois, oui. j'inverse les deux, c'est horrible. Bon, bref, c'est pas grave. Dans cette partie de l'Asie, on peut le dire aussi clairement, les meilleurs gardiens sont coréens. Ah oui, bah, c'est une certitude, mais j'aurais même envie de te dire que les meilleurs gardiens en Asie tout court sont coréens. Je vois pas. J'osais À part pas le peut-être- dire, mais bon. À part. Non, j'allais dire à part Beiravant, non. Non, je m'arrête là. J'ai même pas envie de continuer cette phrase. Alors, il y a Gringo qui est très chaud avec les jeux de mots avec Suzuki. Il a du mal à être Oui. 125 cc en moto. Ouais, non, mais après c'est compliqué aussi parce qu'il a pas bien initié sa campagne de Coupe d'Asie. Comme tu dis, Kylian, il prend très très cher pour des raisons qui échappent au football. Ça vous remue un peu la tête. Voilà Mais ce qui quoi. pose problème surtout avec Suzuki, c'est que ces problèmes-là de mental, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il les traîne. C'est ça qui a ralenti son explosion du côté d'Urawa. Donc, ça, c'est pas nouveau. Et donc, le balancier numéro 1, encore assez jeune dans ce genre de compétition, c'était compliqué d'avance, quoi. C'était un pari risqué. Alors maintenant, on va pas l'enterrer parce qu'il n'est pas question d'enterrer les joueurs non plus. Une autre compétition va commencer maintenant, véritablement. C'est la vraie compétition qui va démarrer. On va pas non plus enterrer le Japon trop vite, attention quand même, parce que ça reste le Japon, parce que une fois que tu es libéré de cette pression-là, peut-être que on sait qu'il y a ces limites mentales quand même. On continue de les voir. Est-ce qu'ils vont justement les dépasser sur les huitièmes de finale? C'est toute la question. On ne sait encore pas qui ils affrontent, je le disais. Il y a quand même de fortes chances. Je ne sais pas si je déclenche un effet halo, mais il y a des chances pour que ça soit la Corée du Sud. Ça va être autre chose là. Oui, ça va être autre chose. Mais même la Jordanie, ce serait déjà compliqué. Parce que contre la Jordanie, tu te retrouverais un peu avec un peu ce que tu avais eu contre l'Irak. Donc, parce que là, l'Indonésie, certes, on voit la victoire 3-1, il y a eu des occasions pour le Japon, mais en face, ça restait quand même très faible, notamment le milieu de terrain, que ce soit sur le pressing, que ce soit sur le. Oh, j'ai l'image en tête à un moment. En première mi-temps, Nakayama qui a la balle et t'as 3 Indonésiens qui lui courent après et ça laisse un boulevard derrière aux autres joueurs pour faire sa passe derrière. C'est compliqué. Ouais, c'était compliqué tactiquement, l'Indonésie. Mais on l'avait vu dès le premier match, que ça allait être compliqué tactiquement pour l'Indonésie. Mais c'est aussi ce qui pose problème, parce que bon, alors effectivement, vous là, si vous n'avez pas vu le match, vous voyez les stats et tout. Enfin, le Japon, on va dire les choses très clairement, n'a pas le droit d'encaisser un but face à cette Indonésie-là. Non. Et le Japon aurait dû en mettre 2-3 de plus, vu la défense. Ouais, exactement. Bref, ça passe. Shoyonu face à l'Allemagne, il y a juste son jeu au pied qui est moyen. Ouais, mais enfin, c'est quand même le meilleur gardien de K-League. Donc voilà, quand même. Et puis la Corée, si tu parles de la Corée du Sud, Gringo, ils perdent leur gardien qui se fait les croisés, ils mettent Shoyonu à la place. Oui. Le gardien d'Ulsan, quoi. Et les gars, ils ont encore Song Boom-kyo. Exactement. Même lui, même le troisième gardien, il est titulaire dans absolument toutes les sélections, peut-être à part l'Australie, et encore ça se discute. Et voilà, parce que Son Bum-keum a tenu Shonan quasi, on va pas dire à sauver Shonan, mais parce que voilà, mais pas loin quand même. Donc, il pourrait être titulaire, on peut le dire aussi clairement. Il est à Shonan, qui est pas l'un des grands clubs en termes de, ça joue pas le titre, mais ça jouera jamais le titre. Ça fait 6 ans qu'ils se maintiennent de justesse. Mais ils tiennent. Ils tiennent, Ils tiennent, mais très franchement, il serait titulaire dans n'importe quelle équipe de J-League. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, 2 tirs cadrés, 3 buts, ce sont des stats que j'aime. C'est vrai que j'aime beaucoup cette statistique. Merci de l'avoir vu, Pierre. J'avais pas fait attention sur la stat. 3-1 et 2 tirs cadrés, c'est des stats FIFA. Je sais pas comment ils peuvent en arriver là d'ailleurs, parce que. Ouais. Comment ils peuvent considérer ça? C'est Jean-Michel. Mais parce que c'est le troisième but, c'est un CSC. Ouais, c'est un CSC. C'est un CSC, bien vu. CSC de Hubner. C'est vrai. Donc voilà, qui risque de jouer contre le Japon en 8e? Corée du Sud ou Jordanie. Ou Jordanie. Voilà, concrètement.
Ça se décidera demain. Voilà, ça se décidera demain. Pour l'instant, c'est la Corée du Sud parce que la Jordanie est devant. Et en plus d'être devant, comment dirais-je? Pour que la Corée du Sud double la Jordanie, il faut que la Corée du Sud s'impose face à la Malaisie et que la Jordanie ne gagne pas face au Bahreïn. Voilà. Ou alors à la, Eh non, différence de but. bah non, ils sont derrière. Ah non, Ah ils ont oui, maintenant c'est vrai, beaucoup. ils ont fait match nul. Ou alors à la différence de but. Mais ça veut dire que Voilà. la Mais il Corée du faudrait. Sud doit gagner au moins. Ils ont 2 buts de retard. Voilà. Ils Ils ont ont un but de retard. Voilà. 2 buts de retard sur la Jordanie. Voilà. Donc bon. Voilà, on en parlera un petit peu, on en parlera tout à l'heure des matchs de demain, mais bon, on va pas non plus, on va pas non plus, je sais pas si on déclenche un effet Halo, mais bon. Bref, je sais pas, je pense pas quand même. L'autre Non. match du groupe, c'était un match qui n'avait pas d'enjeu. Finalement, puisque je le disais tout à l'heure, l'Irak était sûr de finir premier quoi qu'il arrive. Le Vietnam était sûr d'être éliminé quoi qu'il arrive. Et finalement, assez spectaculaire comme match. Et si je dois le résumer, parce que, alors j'avoue que j'ai surtout regardé le Japon, je regardais d'un coin de l'œil ce qui se passait sur Irak-Vietnam, j'ai la grande sensation que c'est extrêmement cruel pour le Vietnam. Oui. Bah, ce match-là est cruel déjà, mais surtout le fait que le Vietnam termine à 0 points, c'est le plus cruel au final, parce que il y aura. Enfin, contrairement aux autres équipes qui finissent à 0 points, ce Vietnam, il a vraiment montré beaucoup de choses. Donc voilà. Mais bon, malheureusement, il aura manqué beaucoup de choses, surtout défensivement. Très très compliqué défensivement encore aujourd'hui, avec on va faire chronologiquement. Donc le Vietnam qui ouvre le score sur encore une fois un début de match assez en faveur de l'Irak certes, mais on voyait pas grand chose. Et puis le Vietnam qui ouvre le score sur la chose qu'il préfère, les coups de pied arrêtés. Coup de pied arrêté tiré par le jeune, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Le Van Kankwat, le jeune de 20 ans qui était aligné en pointe, parce que du coup, les deux équipes ont fait tourner, même le Vietnam. Et du coup, il tire son coup franc, et c'est. J'ai plus le nom. C'est le défenseur Bui Hoang, voilà, qui marque. Donc, le Vietnam ouvre le score. Sauf que juste après, le passeur décisif prend le carton rouge. Et ouais, et alors ce qu'il faut jeu. préciser, c'est que le but, il est marqué, mais genre, ce qu'on dit généralement, au meilleur moment, à 2-3 minutes de la pause. 3 minutes de la pause. Et genre juste après, sur l'engagement, un peu après, expulsion de l'attaquant vietnamien, du coup, pour, le jaune est logique. Il n'y a rien à dire, il met la semelle dans le haut du dos de, je sais plus qui c'était, l'Irakien. Donc rouge logique, malheureusement. Ensuite, début de seconde période, on va dire que l'Irak aussi égalise au pire moment. Moins de 2 minutes, corner, et but de... Oh putain, j'ai aucun buteur. De Rebin Solaka. Rebin Solaka, merci. Qui était, voilà. C'est sur une passe de l'excellentissime Ali Jassim. Voilà. Ali Jassim qui était rentré à la mi-temps d'ailleurs avec Ayman Hussein, parce que l'Irak avait mis l'équipe B, avec notamment Ahmed Ali, qui joue du côté du FC Rouen, qui est binational franco-irakien. Et donc, qui était au Stade Briochin avant. Et qui avait un je frère... l'avais commenté en national avec son frère Zana. Ah, Zana, ouais. Il avait joué en Ligue 2 aussi, Zana. Ouais. Il me semble. Et franchement, les deux sont vraiment deux très 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 bons joueurs pour le coup. Ouais. Mais il a fait une première mi-temps pas trop mal. Après, l'Irak, oulala, ça y est, j'ai commencé à déclencher des conflits. Ah, ça y est, tu fais comme moi. Bien joué. J'ai fait bienvenue au club. Voilà, l'Irak. on est prêt pour le Iran-Irak. On est chaud. Oh là là. C'est terrible. Du coup, l'Irak en seconde période qui va du coup à 11 contre 10 augmenter un peu la cadence. Mais ça va quand même, le Vietnam va quand même relativement bien tenir jusqu'à environ le 70e, avec un centre d'Ali Jassim qui a auparavant dribble un peu sur son côté, qui régale, et qui centre pour Ayman Hussein, qui prend du coup son dessus sur son vis-à-vis. Et pour l'anecdote, le défenseur qui s'est fait bouffer du coup sur l'égalisation et qui se refait bouffer, c'est le même. C'est un défenseur du coup qui n'avait pas joué les 2 premiers matchs, et on comprend pourquoi du coup. Voilà. Après, très franchement, ne pas se faire bouffer par Ayman Hussein.
Ouais, mais Voilà. ils étaient 4 quand même autour de Hussein. Hein. On est Enfin, d'accord, hein, ils étaient 4. mais on est d'accord, mais on l'avait déjà dit, hein, on en avait Oui, parlé avec Khaled. Ayman Hussein, c'est un taureau, hein, c'est un buffle, hein, oui, le mec. Hein, c'est, pour moi, oui. c'est le Bounja irakien, hein, donc Oui, oui. joueur incroyable. Hein. Ouais. Et entre-temps, après, il y a Nguyen Quangai qui rentre au passage, voilà, qui était juste à présent transparent sur les 2 premiers matchs, le peu qu'il a joué. Et voilà. Et ensuite, un peu après le but, Youssef Amin qui se fait bien tacler comme il faut par Bui Huang, donc penalty, qui va malheureusement être mis sur le Ouais. poteau gauche enfin, poteau droit du gardien par Hussein. Heureusement parce que le gardien n'était pas plongé de bon côté. Ah oui, D'ailleurs, il je sais était pas bien si tu as battu. vu Hein. sur le plongeon du gardien, Philippe Nguyen, c'est un très bon goal, mais il commençait déjà à partir sur la gauche avant même Ouais. que ça commence. C'est Tu l'école, le c'est voyais. l'école Hugo Lloris. Ah, vraiment l'école Hugo Lloris. Hein. Ouais. D'ailleurs, Il est parti hier, en fait. Il est ouais. parti la veille du match sur son côté. Et Ouais. On parlait tout à l'heure de première grande compétition compliquée pour Zion Suzuki, pour Philippe Nguyen, c'est pareil. Hein. Ça a été compliqué. Hein. ouais. Mais bon, voilà, du coup, pas de penalty. Ça profite au Vietnam qui égalise, du coup, derrière, avec un des défenseurs, je sais plus, qui reste un peu haut et qui va combiner avec Kwang Gai, du coup, qui marque son seul but de la compétition pour dire qu'il était là, parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'oublier sinon, vu son C'est état de vrai. forme assez Bon, compliqué. on l'avait oublié d'ailleurs. Oui. Ah non, mais il était son niveau là, c'est quand même terrible. Hein, c'est censé être un des piliers de la sélection, mais depuis son retour à Pau, c'est compliqué. Hein. Ouais. Depuis son retour de Pau, c'est compliqué. Ouais. Bref. Et puis pour finir, après en fin de match, une faute du latéral, du piston gauche vietnamien, qui accroche encore une fois Youssef Amin, qui aura donc concédé, enfin qui en aura obtenu 2 pénaltys. Et cette fois-ci, Hussein le tire bien. Ouais. Il marque un nouveau doublé. Donc 5 buts en 3 matchs pour Ayman Hussein, largement meilleur buteur, devant Ayase Weda et l'autre, je sais plus qui c'est, à C'est 3 buts. Afif. Afif, voilà. Afif et Weda à 3 et Hussein à 5 du coup. Et aussi, autre stat, l'Irak finit donc co-meilleur buteur des poules pour l'instant, avant les 2 matchs de demain. Pour l'instant, il est co-meilleur buteur des poules avec le Japon, 8 buts chacun. Et pour la première fois de son histoire, l'Irak remporte ses 3 matchs de groupe. Ah, c'est vrai aussi, j'avais pas noté ça. Ah ouais, c'est un truc assez incroyable. Brett, pour la question sur le Sudamericano, on le fait après l'émission. On va se poser devant Pérou-Argentine. Je sais plus quelle chaîne c'est. Voilà. Il y a des chances pour qu'on partage des liens parce que jusqu'ici, ils étaient aussi diffusés sur YouTube. Pas par des canaux officiels, mais comme c'est sur YouTube, on partagera le lien, mais on en parlera après. Et j'avais vu ta question hein, sur l'Uruguay. On en parlera après l'émission. On passera au pré-olympico. On fera une petite pause. Et ensuite, on lancera le pré-olympico pour suivre Argentine-Pérou. Et on parlera de tout ça. On parlera de tout ça si tu veux bien, juste après minuit, parce que là, l'émission, voilà, on va essayer de stopper vers minuit. On va la faire plus courte que d'habitude. Parce qu'aussi, on n'avait pas 55 matchs en Asie. Donc, et en Afrique, on n'a pas regardé les 4 matchs parce que forcément, ça joue en même temps et il y en avait 2 vraiment qui étaient au-dessus. Donc voilà. Du coup, peut-on dire que l'Irak est outsider numéro 1 maintenant? Après, on l'a déjà dit, hein, Xixon, c'était notre outsider principal. On peut dire qu'ils ont confirmé leur statut d'outsider, concrètement. Oui. Ouais. On va attendre de voir aussi ce que propose la Jordanie demain, mais ouais, ça, on va dire les 2 outsiders principaux et pour l'instant, enfin, en tout cas, c'est ceux que j'avais coché, les 2 tiennent leur rang pour l'instant. Donc, Et l'Irak prendra le 3e du groupe E ou le 3e du groupe F, si j'ai bien vu. C'est-à-dire pour l'instant, en ballottage, on va dire, si on arrêtait tout maintenant, ça serait. Ouais, non, parce que Oman joue contre le Kirghizistan, donc. ouais, mais fais gaffe, hein, parce que c'est Oman, hein. Tout est possible hein, du côté Ouais, d'Oman. quand même, quand même. Ah non, mais il peut y avoir 0-0 à la fin. Ouais, mais Donc, 0. le Kyrgyzstan Ah marquera ouais, il pas. peut y avoir 0-0, c'est vrai, bien vu. Tu as Mais, raison, tu as raison. Bon, alors, en l'état actuel, Bahreïn ou Oman. Voilà. voilà. Donc pour l'Irak, mais c'est vrai que voilà, il joue qui l'Ouzbékistan L'Ouzbékistan, je vérifie. Pour l'instant, on ne sait pas. Ils vont jouer le 2e du groupe F, donc on ne sait pas. Ça va être Oman ou la Thaïlande. Sûrement la Thaïlande. Tu vois la Thaïlande prendre des points face à l'Arabie Saoudite?
Oui, parce que l'Arabie Saoudite va mettre l'équipe Z, comme C'est on disait vrai. hier. Et il y a moyen de Voilà. faire un 0-0 aussi. Ça arrange tout le monde, le 0-0 demain, en fait. Alors, Donc ouais, il y a moyen que ça reste comme ça aussi, parce qu'en gros, concrètement, pour les matchs de demain, il y a 3 points de retard pour Oman par rapport à la Thaïlande. Donc un point suffit à la Thaïlande pour assurer sa deuxième place. Voilà. Et comme l'Arabie Saoudite a besoin que d'un point pour assurer sa première place, oui. voilà. Et comme l'Arabie Saoudite, même quand elle n'a pas besoin d'assurer, elle n'est pas ultra convaincante. C'est-à-dire que même en jouant au max, je suis même pas sûr que ça gagne. Donc, Même en étant... Voilà, c'est ça. Que je vous affiche quand même, voilà, je vous affiche juste le classement du groupe D, le classement définitif de ce groupe D. Et effectivement, comme le disait Kylian, bah, c'est un peu triste de voir ce Vietnam avec 0 points. Ils ont perdu le match qu'il fallait pas perdre, en fait, concrètement, celui face à l'Indonésie. Malheureusement pour eux, parce que sinon, ben, ouais, je pense que vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, le mot cruel, ça s'adapte bien au parcours du Vietnam. Après, ouais. Ça aurait été compliqué, surtout les absents, beaucoup trop d'absents malheureusement pour pouvoir espérer quelque chose. Et puis, je trouve que ça a quand même, pour ce Vietnam, je trouve que ça a quand même beaucoup progressé par rapport au match de l'automne 2023, il y a quelques mois. Donc, c'est prometteur pour la suite. Puis on verra pour la prochaine AFF Cup. Peut-être que là. Et puis, il n'y a pas de raison, il y a pas de raison à ce qu'ils jettent tout à la poubelle après la compétition. On espère. Normalement, ça devrait. Je pense que Troussier va rester aussi. Donc, Oui, mais c'est ce qui était prévu ouais, apparemment par la Fédé. Troussier, on va voir, ils veulent voir jusqu'à où ça peut aller pour les qualifs à la CDM 2026 avec Troussier. Donc voilà. voilà. Donc, on verra pour le Vietnam. Mais c'est vrai que c'est peut-être c'est certainement l'équipe à 0 points la plus encourageante Enfin, c'est sûr par rapport pour à l'avenir. l'Inde. Il n'y a pas photo par rapport à l'Inde et la Chine. Non, la Chine n'a pas 0, Non, tiens, tu vois. En la plus, Chine a 2 points. mais par rapport à l'Inde ou à Hong Kong ou à potentiellement la Malaisie et le Kirghizistan, bon, ils sont quand même bien au-dessus, normalement, les Vietnamiens. Ouais. Mais bon, enfin, en tout cas, ils sortent avec des choses beaucoup plus intéressantes en ayant montré des choses un petit peu plus intéressantes. Voilà, il y a eu une réponse pour Brett Sinclair pour le pré-olympico. On va regarder rapidement ce qui nous attend demain, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, Kylian. Alors, à midi 20, midi 30, Corée du Sud, Malaisie et Jordanie, Bahreïn. Est-ce qu'on conseille aux gens de manger avant le match? Non. Parce que Je pense qu'un Jordanie-Bahreïn, ça peut faire quelque chose. Jordanie-Bahreïn peut être spectaculaire. Pourquoi? Parce que bon, on va dire les choses dans l'ordre. Corée du Sud, Malaisie, la Malaisie est out, donc elle ne joue plus rien. La Corée du Sud. Parce qu'ils jouaient quelque chose, la Malaisie? Non, mais tu Donc sais, voilà. c'est au cas où. Au cas où. Au cas où, en se réveillant, ils se disent ah mais on joue quelque chose en fait, on est en Coupe d'Asie. Donc voilà. Non, en plus la Malaisie c'est c'est plus que très compliqué. Je suis gentil en disant c'est très compliqué. Donc voilà, la Corée du Sud doit quand même aussi essayer de rassurer tout le monde parce que pour l'instant on n'a rien vu de rassurant. Mais en même temps, est-ce que Klinsmann a vocation à vouloir être rassurant? Je sais pas. On espère qu'il sera au stade et qu'il fera pas le match en visio. Non, je rigole, mais il pourrait, hein. Bref, mais c'est vrai que Jordanie-Bahreïn a le match avec entre guillemets le plus d'enjeux, même si Bahreïn est au minimum, on va dire au minimum 3e, même si un match nul lui assure la qualification. Mais mine de rien, il y a un scénario dans lequel une victoire du Bahreïn lui permet de gagner ce groupe. Oh là là. Ça serait fou. Ça serait dingue, mais on sait jamais. Mais on n'y croit pas. Mais peut doubler la Corée du Sud. Ouais. Si la Corée du Sud fait la bouillie habituelle et s'en sort avec un 0-0 immonde, et que Bahreïn s'impose en 0, la Corée du Sud est 3e. Ouais. Donc voilà, mais bon. Et éviterait donc le Japon. Parce que oui, il y a cette possibilité-là, quand même. Donc voilà. Je pense que vu ce qu'a pris sa maman, Klinsmann ne va pas faire de cadeau dédicace à Baptiste. Ouais, non, Baptiste, il est encore soft pour l'instant avec la maman de Klinsmann, mais voilà. Bon, enfin bref, il n'y a pas un grand suspense, notamment dans ce groupe. On va pas se mentir non plus, il n'y a pas un très grand suspense sur les derniers matchs des groupes E et F parce que c'est joué en grande partie à 16h. Il y a le duo Kirghizistan, Oman et Arabie Saoudite-Thaïlande. Arabie Saoudite-Thaïlande, on aurait presque envie de dire que c'est un match très excitant sur le papier, mais on vous l'a expliqué. Étant donné que le nul va convenir absolument à tout le monde, elle est à combien la cote du nul, Kylian? Paris remboursé. Ouais.
Voilà. Et J'espère. on n'a pas le droit, on peut pas, interdit. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on déclenche un effet Halo et que ça va donner un match totalement dingue. Mais bon, si ça marche, je vois bien les assauts de supporters coréens payer Baptiste pour chauffer Klinsmann, sachant que Baptiste est maintenant en Corée. Mais le problème, c'est que Baptiste est en Corée du Sud, alors que Klinsmann n'y va jamais. Voilà. Donc voilà, la cote du nul est négative. Par contre, dans les tribunes, ça peut être sympa. Ça va être sympa, Oui. Arabie Saoudite, Thaïlande. Après, j'étais un peu déçu des supporters saoudiens sur les premiers matchs. Mais bon. Ouais, ils avaient mis une belle ambiance sur le match d'ouverture. Ouais, mais je m'attendais à mieux quand même parce que je trouve que certains avaient fait mieux alors que Ils peuvent faire beaucoup mieux. quasiment chez eux, Ah, quoi. t'es un peu dur, Kylian. T'es un petit peu dur. Ouais. T'es un Après, peu on dur sait. parce que moi, Après, j'étais au stade. Oui. Non, parce que moi, j'étais au stade et c'était le seul cop qui avait fait une banderole, tu sais, qui avait fait une vraie Ouais. animation dans les tribunes. Ouais, mais on voit pas Un ça, petit- nous, à l'écran. C'est vrai qu'à l'écran, ils Ah, montrent moi, pas. moi, Bah, après, ils font très attention avec les banderoles, hein, parce que notamment autour des matchs de la Palestine, il y a eu quand même Oui. beaucoup de banderoles. non, mais c'est pas de banderole Non, politique, mais je parle Nico, pas de ces c'est des banderoles-là. banderoles Non, mais go. je parle pas de ces banderoles-là. Je Ah, dis, ils font d'accord. très Ok. attention à ne pas montrer la moindre banderole, en fait. Oui. Il passe, et puis en plus, Jean-Michel est occupé, Jean-Michel réalisateur est occupé sur d'autres types de contenus pour les Oui. tribunes, si tu vois ce que je veux Oui, dire. Ouais. on Ah, voit, on en on voit de quoi a tu eu des parles. sacrés plans encore aujourd'hui, hein, avec le Japon. Oui. Avec le Ah, Japon aujourd'hui. il s'est régalé, hein. Ah ouais, vraiment. Donc, alors aussi, vous pouvez regarder les matchs pour ça, hein, pour Jean-Michel réalisateur. Voilà, si vos hormones vous travaillent un petit peu, vous pouvez, comme Jean-Michel réalisateur, regarder les matchs pour ça. Il y aura voilà, il y a de quoi s'amuser un petit peu. On voit un peu moins de femmes quand même. Il y en avait quand même, hein. Japon Ah oui. midi, Japon aujourd'hui, c'était, ça y allait, hein. Ouais. Mais du coup, pour les matchs de 16h, franchement, il n'y en a aucun des deux qui risque d'être passionnant quand même, on va pas se mentir. Voilà. Après, sur le papier, il devrait y avoir, enfin, on espère, il devrait y avoir quand même quelques palanquets de buts sur Kirghizistan au Mans. Voilà. Oh, pff. Ah, attends, Kirghizistan, je pense que même les U17 de mon fils leur mettent une tôle, hein. Oui, mais comment tu peux espérer marquer quand tu n'attaques pas? C'est pas faux. Bah là, ils vont le faire. Oh, tu sais, hein. Le dernier Oman-Yémen, ça va. Alors, le score est fou. Il y avait eu 3-2. Mais alors, ça pour Oman. Mais alors, Oman, ils avaient commencé à attaquer, genre, en fin de match, quoi. Tout le reste du temps. Mais quand le Yémen domine le Ouais, c'est match. vrai, c'est vrai. Ah, mais je suis optimiste. Voilà. Je vous le dis, je suis optimiste. Bah, on regardera en direct celui-là, alors. Il nous l'a bien vendu, le Nico. Le Nico, il nous Ouais, l'a il fait bien ce qu'il vendu. peut, hein, il fait ce qu'il peut. Ouais. Mettez le double écran quand même. Mettez-vous un secours avec le Arabie Saoudite-Thaïlande, mais j'ai très peur de l'Arabie Saoudite-Thaïlande. Alors après, en termes de footballistique et pour des enseignements pour la suite, effectivement, le Arabie Saoudite-Thaïlande est plus intéressant parce qu'on veut voir aussi si si on se rapproche de plus en plus de la catastrophe industrielle, parce qu'on parle beaucoup de Klinsmann avec la Corée du Sud, parce que Baptiste est toujours très bouillant, et il a raison, hein, pour le coup sur ce que fait Klinsmann avec la Corée du Sud, mais ce qui est en train de nous concocter Mancini avec l'Arabie Saoudite, il y a un moment où il va falloir qu'on en parle, hein. Ouais, c'est tout. Ah non, mais Moi, je c'est lui laisse terrible. encore un peu de C'est temps. terrible. Bah oui, alors je suis Terrible. d'accord qu'il faut lui laisser le temps. Le problème, c'est que tu as la sensation que pour le coup, quand tu vois tout le contexte autour, les joueurs qui se barrent parce qu'ils veulent finalement pas jouer sous ses Oui. ordres. Après, pour le coup, c'est les joueurs saoudiens qui ont des mentalités un peu bizarres, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Certes. Ça fait longtemps. Là, tu vois, Klinsmann, un groupe coréen, je pense que c'est 30 fois plus facile à gérer qu'un groupe saoudien, malheureusement. Ah bah, j'aimerais bien voir Klinsmann à la tête de l'Arabie Saoudite. On Ouais, rigolerait bah, bien. ça serait marrant, je pense. Je pense qu'il ferait pas beaucoup les trucs en visio. Mais... mais voilà. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même. Je suis d'accord qu'il faut laisser aussi du temps à Mancini parce qu'il n'est pas là depuis 3 siècles. Mais ça peut partir en sucette, hein, concrètement, hein, l'Arabie Saoudite aussi. Ça sera peut-être le seul truc divertissant qu'on verra avec l'Arabie, donc voilà, profitons-en. c'est pour ça. Il y a un potentiel accident. Il est censé être le meilleur match, mais pour le coup, il y a deux équipes enclines aux poignées de main et au pacte de non-agression. Oui, le Arabie Saoudite, Thaïlande. En plus, pour le coup, vu le contexte dans les deux pays, autour des deux sélections, les poignées de main sont plus que favorables. Ah oui. Donc voilà. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que demain soir, quand on débriefera un peu ces matchs, ou beaucoup, hein, parce que si ça se trouve, on n'est pas à l'abri d'un truc fou. On aura le tableau complet des huitièmes de finale et du coup, on pourra véritablement se poser sur ces huitièmes de finale et voilà, et essayer d'analyser pour entrer dans un autre type de compétition, parce qu'on va entrer dans un autre type de compétition. Donc voilà, pas de victoire thaïlandaise, c'est Madame Pang qui va être contente. Son compte en banque, oui, exactement, à la Rami. Et sa future place à la tête de la Fédé aussi.
Oh, bah, de toute façon, je pense qu'elle va y aller tranquillou. Ouais, on sait pas, hein, tout est possible. Hmm. Hâte qu'elle retourne à la Fédé et que Ishii se fasse virer et remplacer par Paul King. On verra. Ça ferait plaisir à Jonathan, ça. Ça ferait plaisir à moi aussi, d'ailleurs. Bah, on en parlera. Je sais pas, j'ai pas regardé dans le planning si Joe était là demain, mais généralement, il est là les soirs de Thaïlande. J'ai vu personne demain. T'as vu personne demain? Bon, bah voilà, peut-être Attends. qu'il sera pas là. On verra s'il vient nous donner du baume au cœur avec la Thaïlande. Il a toujours un peu de mal depuis qu'il y est. Mais on verra. Voilà, pour l'Asie, voilà ce qu'il faut à peu près retenir de la journée. Et puis la suite demain. Et demain, on aura le tableau des huitièmes de finale. On va passer donc à l'Afrique avec forcément les dénouements qui intéressaient. C'était marrant parce qu'il y avait des groupes qui étaient forcément intéressés directement, mais c'était peut-être la journée qui intéressait le plus les Ivoiriens puisque c'était leur dernière chance de se qualifier et au final ils sont qualifiés. Donc tous Le les miracle a eu lieu. Le bah, miracle a eu lieu, Nico. ouais, mais au final, tu t'aperçois que tous les commentaires et les explosions qui sont arrivées derrière pour la Côte d'Ivoire, c'est la fameuse question qu'on se posait l'autre jour. Dans quel état va être cette sélection maintenant, après tout ce qui s'est passé avec Gassé qui a été viré et Mers Faé qui prend finalement, la Côte d'Ivoire est toujours là. Alors, elle va se manger un gros aux ogres en huitième de finale. On va en parler Sénégal. dans un instant. Et on va Sénégal. parler un petit peu des huitièmes de finale qui nous attendent, mais on va revenir un petit peu aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis comme je t'ai entendu parler, on va commencer par ta Tunisie, mon cher Khaled. Bon, on savait que le match s'annonçait difficile parce que c'était l'Afrique du Sud, parce que la Tunisie avait vraiment raté son premier match, avait montré des choses un petit peu plus intéressantes face au Mali, mais pendant une mi-temps, parce qu'après ça avait été très compliqué physiquement. Là, bon, il y a 0-0, élimination de la Tunisie, tu vas me dire, et Farouk aurait dit presque pareil, que c'était pratiquement prévisible, cette histoire. J'ai pas la sensation que pour le coup physiquement ils aient souffert aujourd'hui, les Tunisiens. J'ai pas vu de baisse physique. J'ai vu une équipe qui a joué et c'était un peu le cas en première mi-temps. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais cette sensation que les deux avaient peur de l'accident. Donc ça s'est quand même beaucoup regardé en première mi-temps. Et c'est surtout, c'est ce qu'on disait un petit peu en off, Khaled, j'ai la sensation surtout que le problème de la Tunisie, c'est son impuissance en fait. Ah, alors attends, parce que j'ai oublié un truc. Attends, tu vas pouvoir y aller. Vas-y, Khaled, Voilà. j'avais oublié d'activer le Ok, son. ça marche, pas de souci. La censure, tout de suite, la censure. Ouais. Oui, non, tu as relevé plusieurs leviers qui expliquent tout ça et qui expliquent la situation de la sélection tunisienne. Alors oui, il y a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de points négatifs à relever de cette équipe tunisienne qui, comme tu l'as très bien dit, qui manque de talent, tout simplement, qui manque de talent offensif. Défensivement, comme on dit souvent, et c'est dans notre ADN de savoir défendre. Ça, on le sait, on est formé pour, on forme nos joueurs pour ça, et on a une culture de la défense Catenaccio qui se perdure par génération. Mais le problème, c'est que tu formes très peu de joueurs offensifs. Tu as très peu de joueurs offensifs qui sont capables de te créer des belles situations qui peuvent te ramener des buts. Aujourd'hui, on l'a vu. On a vu, j'ai consolé hier mes amis algériens, mes collègues de travail, etc., que je leur ai dit que demain, on vous rejoint dans l'avion. C'est ce qui s'est passé, donc je ne suis pas surpris parce que c'est une équipe qui n'a plus d'âme. C'est une équipe qui n'a plus d'âme, qui n'a plus la grinta, qui n'a plus l'envie de gagner, qui n'a plus l'envie. La cohésion d'équipe est complètement cassée de la Tunisie. Beaucoup de problèmes qu'on a relevés dans les différentes émissions avec Farouk, par exemple, que notre président est en prison. C'est comme si que demain, tu me disais que Stéphane Diallo est en prison, donc ça sera excuse-moi du terme, ce sera un gros bordel en équipe de France et même pour le football français. Tu as une DTN qui est défectueuse. Tu n'as pas beaucoup de choses de positives aujourd'hui, Nico. Alors peut-être que la seule chose que je peux relever de positif, et là je vais être dans des individualités au niveau des joueurs, tu as Béchir Ben Saïd qui a tenu la baraque sur deux grosses situations face à l'Afrique du Sud. Et le latéral gauche, Ali Abdi, le latéral du stade Malherbe de Caen. Le reste, j'ai vu très peu de belles choses. C'est trop maigre à ce stade de la compétition.
Et la préparation, Nico, a- Ah, ça a coupé chez Khaled. La censure encore. Est-ce qu'il est toujours là? Ouais. Est-ce que tu es dans le coin? On t'entend plus. Pourquoi on l'entend plus? On l'entend plus. Bon, alors attendez, je vais Moi, je essayer. l'entends, en tout cas. Tu l'entends? Mais, Moi, je l'entends plus. Khaled? oui, je suis là. Ah bah voilà, t'es pardon. revenu. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, t'as disparu un temps. C'est pas grave. Non, mais je suis là, et j'ai rien touché. Bon, après, c'est pas grave. Toujours la censure. Les joies de la technologie. Exactement. Voilà. Donc, non, je te disais, et voilà, les deux individus qui ont gagné en crédit, à mes yeux, ce sont ces deux joueurs-là. Ouais. Béchir Ouais. Ben Saïd, le gardien de but, qui nous a sauvés de deux grosses situations face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui n'était pas là lors de la précédente édition, qui est revenu. On l'a déjà répété, c'est beaucoup de joueurs qui viennent d'un seul club, du plus gros club d'Afrique du Sud, qui ont cette entente tactique, technique, et même en dehors de, et même en cohésion d'équipe qui se voit en équipe nationale d'Afrique du Sud. Donc des joueurs qui te connaissent depuis plusieurs années, plusieurs saisons, et tu es face à une Tunisie qui avait l'air de, voilà, qui n'était pas là. Simplement, qui n'était pas là. Tu peux pas venir 5 jours avant ton premier match crucial contre la Namibie pour bien démarrer ta compétition, 5 jours avant. Pour moi, c'est pas normal. Ouais. La préparation, elle n'est pas bonne, elle est biaisée. Et tu as pris, excuse-moi du terme, Nico, mais tu as pris la compétition au-dessus de la jambe. C'est un peu ça. C'est un peu, voilà, je viens juste pour venir. Voilà, je viens, je prends mon chèque. Parce que voilà, la carte te donne une dotation pour ta présence et au revoir et merci. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. J'espère qu'après ce fiasco et cette élimination après 2 points, il y aura beaucoup de choses qui changeront. De ce que je vois un peu dans les coulisses, il y a des choses qui commencent à changer en coulisses. On en reparlera peut-être dans d'autres émissions avec Farouk. Il va falloir repartir à zéro, à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la présidence de la fédération, pour le staff technique, le staff médical, même quelques joueurs qui doivent prendre leur retraite, comme Naïm Sliti, qu'on a eu en Ligue 1 avec Dijon et Lyon. Bref, voilà, c'est à peu près le même constat qu'on se fait de l'Algérie. C'est à peu près le même constat. Je pense Ouais, qu'il même va si tu falloir vois, je trouve que les conditions sont quand même assez différentes. Je suis d'accord avec toi qu'il va falloir tout reconstruire. Forcément, je partage ce que tu dis. Bon, après, je trouve que le climat est quand même très différent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment l'exprimer. L'Algérie, tout a été. Enfin, on était sur une fin de cycle qui a été largement dépassée pour l'Algérie. Parce que la pour fin. nous aussi, Nico. Hein. Ouais, Pour nous mais je aussi, sais. Nico. Après, Pour nous il y a aussi, on peut dire les choses. Bon, Kadri va pas rester, hein, ça a été annoncé. Il a annoncé sa Oui, démission. Le problème, c'est que par exemple, Kadri, il avait annoncé sa démission après la Coupe du Monde et il a été retenu. aussi. Donc, lui, il l'avait senti la fin de cycle. Il le savait qu'il était arrivé au bout de son cycle. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien Et sûr. en fait, ils ont trouvé entre guillemets, je pense qu'ils ont juste cherché personne d'autre à mettre à sa place. Tout à fait. Donc, tu peux Tout pas à non fait. plus complètement lui tomber dessus. J'ai pas la Ah non, sensation. mais je ne tombe pas sur. Mais Mais Nico, qu'on se comprenne bien, je ne tombe pas sur Kadri, moi. Hein. et j'ai pas la Je ne tombe sensation. pas Non, non, que mais sur Kadri, en tout cas. et Pas que sur lui. j'ai pas la sensation non plus. Je sais pas comment le dire. C'est très difficile parce que tu vois, c'est ce que je disais par rapport à l'Algérie et c'est ce que je dis généralement parce que très souvent quand on est dans des analyses d'après-match, surtout en plus quand on est supporter, je le vis régulièrement avec Bordeaux, on passe notre temps à Ouais. dire ouais les mecs ils ont juste pas envie. En fait c'est juste que je suis pas convaincu qu'un joueur de foot qui porte le maillot de la Tunisie lors d'une Coupe d'Afrique se dit je m'en fous. Je m'en fous, pardon. Je pense Non, pas. pas ça, mais je Mais pense que l'ambiance et la je sais- cohésion d'équipe n'est pas bonne. ça, c'est Je pense possible que que l'équipe soit. c'est Voilà. possible. Parce que moi, ce que je trouve hein, sur cette Tunisie, et c'est ce que je trouve très différent, par exemple, de l'Algérie, c'est que autant l'Algérie, ça attendait des éclairs individuels qui ne sont jamais arrivés. Sur certains joueurs, on va pas refaire le débat sur l'Algérie, mais sur certains joueurs, Ouais. on attendait surtout des étincelles et qui sont basées sur des souvenirs. Beaucoup de joueurs de l'Algérie sont des souvenirs. Je donnerai pas de nom, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Par exemple, même Des si beaux c'est pas souvenirs. forcément lui qu'il faut. Ah ben forcément, mais bon voilà. Non, Sur mais la c'est des beaux souvenirs Tunisie, parce qu'il gagne,
ils gagnent une CAN au moins. Nous, on ne gagne pas de CAN depuis Certes. 2004. Non, je suis d'accord, mais justement, on n'est pas dans la même situation, je trouve. Voilà. Il y a des choses que je trouve qui, parfois, collectivement, étaient intéressantes côté tunisien. Il y avait des mouvements qui étaient pas mal. Le but face au Mali, c'est l'exemple Bah, type qui te montre que la oui, Tunisie mais est c'est le capable de seul. produire du jeu. Je suis d'accord. Mais tu vas voir, je Mais finis c'est ma le seul, phrase. Nico. Oui, mais je finis ma Vas-y, démonstration. vas-y. La seule Vas-y. sensation que j'ai par rapport à la Tunisie, c'est que elle est capable d'étincelles, mais elle n'allumera jamais le feu. Alors, à quoi c'est dû? Je ne sais pas. Le talent, probablement. L'état d'esprit, je ne suis pas convaincu non plus. L'animation globale, l'ambiance actuelle, j'en sais rien. Il y a des facteurs qui échappent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais autant Bien sur sûr. l'Algérie, tu sentais qu'il pouvait jouer 50 ans, à moins qu'il y en ait un qui arrive à faire 8 dribbles, 3 roulettes et un retourné, ça faisait but. La Tunisie, tu te dis, on va dire, ils étaient en manque d'idées. Je pense qu'ils ont joué beaucoup avec la Tout à peur en une fait. grande partie du match. Qu'ils aient un manque Mhm. d'idées, mais le problème, c'est que par moments, les idées, ils les ont, et on sent qu'ils peuvent avoir cette petite étincelle, mais je ne sais pas ce qui leur manque pour la déclencher. Et franchement, pour moi, c'est pas pareil dans le contenu. Ouais. Après, il faut pas oublier non plus que c'était l'Afrique du Sud en face. On s'était posé la question de savoir si l'Afrique du Sud était capable de, entre guillemets, fermer le jeu pour placer des contres. C'est exactement ce qu'elle a fait. Je pense que la Tunisie avait un petit peu peur aussi et que les quelques contres qui ont été quand même hyper dangereux, les ont bien calmés. Et Ouais. voilà, est-ce qu'on doit reprocher aux Tunisiens de ne pas avoir tenté all-in sur la fin de match? Très clairement. Parce que dans Ah oui. l'absolu, que Ah tu oui. fasses 0-0 ou que tu perdes, ben, au final, je pense que si la Tunisie s'était ruée à l'assaut et s'était pris un contre mortel, les supporters diraient bah, au moins on a essayé. Et je pense que c'est ça, Exactement. je pense que c'est Ah non, mais ça non, mais ça. le plus grand, Mhm. comment dirais-je, le plus grand souci de frustration chez les supporters, c'est de se dire putain, on n'a même pas essayé. Exactement. Tu as développé tout le sentiment que j'ai ce soir, c'est que tu n'as pas forcément essayé. Il n'y a pas eu de révolte, quoi. Comme je te l'ai dit en off, Nico, au moins hier, le Cameroun, alors d'accord, ils ont eu des circonstances qui ont joué à leur faveur, des contres favorables, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais au moins, le Cameroun, ils se sont rués sur Ah les oui, ils y buts sont allés Exactement. Ils se sont rués sur les buts gambiens. Ils complètement. ont poussé les Gambiens à la faute, au CSC, etc., etc. Et Nous, on ils n'a ont même pas failli essayé de. et ils ont failli se Vas-y, faire vas-y. piéger. La barre transversale d'Ibnouba, ça peut tuer le match. C'était Oui. ouais, c'est ça. Mais ils ont essayé. Non, non, je crois que tu Ah parles non, je du. confonds, je me trompe. C'est Non, l'Algérie qui se prend une tu barre confonds. transversale d'Ibnouba, pardon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont essayé. Je suis Après, on regarde d'accord. trop de matchs. Ouais, on regarde Après, on trop de regarde matchs, trop de ça y est, matchs. on finit par les mêler tous, hein, c'est n'importe quoi. Exactement. Non, mais bref, pour revenir à tout ça, et comme tu l'as très bien décrit, Nico, et je n'ai pas besoin d'en rajouter, voilà, ce manque d'idées, ce marasme, tu trouves qu'on est. Voilà, les joueurs sont un peu amorphes, il y a très peu de révolte, il y a très peu de joueurs qui ont cette grinta qui avant nous caractérisait. Maintenant, on n'a même plus cette petite flamme, cette envie d'aller vers l'avant, cette envie de se faire mal ensemble. Là, même Laïdouni, à l'image de Laïdouni, Ilyes Skiri, qui étaient nos deux métronomes devant la défense, et qui était là, cette paire qui, qui permettait de récupérer beaucoup de ballons et de distribuer vite pour nos ailiers et pour nos attaquants, bah même eux, ils sont passés complètement à travers de leur compétition, mais complètement à travers. Ouais. Et moi, je te jure, aujourd'hui, Nico, et je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir, mais je suis très inquiet pour les qualifications CAN 2026. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer la Guinée équatoriale et la Namibie. Ouais. Ah, Alors là, tu vois, à part si vos deux meilleurs amis, concrètement. aujourd'hui, oui, voilà. Voilà, Mais voilà, mais tu voilà. Mais donc t'aperçois, en voilà, fait, donc et tu vois la mhm. difficulté de l'analyse, et on va finir là-dessus. La Ouais, difficulté de l'analyse, c'est qu'au final, la Tunisie, dans l'absolu, n'a raté véritablement qu'un match, c'est le premier. Façon de parler, hein, je mets des guillemets sur n'a ouais, raté ouais, qu'un match par rapport à tout ce qu'on vient de dire ouais. avant. Euh, Tu parles Parce que comptablement. cette analyse-là, bon, c'est facile de raisonner avec des si, mais si la hiérarchie avait été respectée face à la Namibie et que la Tunisie avait battu la Namibie, bah, la Tunisie serait qualifiée ce soir. Oui, oui, mais bon, comme tu as dit, avec Avec DC, des on si, fait on le refait monde. le mandat. Mais oui, Voilà, exactement. Mais voilà, quoi. Mais je suis très content pour la Namibie. Voilà, je suis très ouais, content. C'est historique. Le peuple namibien doit être content aujourd'hui, doit fêter ça. Et je suis vraiment content pour eux. Même pour l'Afrique du Sud qui a mangé son pain noir pendant des années, qui avait une belle génération dans les années fin 90 qui gagnent leur CAN en 96 face à nous d'ailleurs.
et qui ont eu un gros passage à vide et qui là revient et se requalifie, etc. Donc c'est bien, tant mieux. En tout cas, c'est ceux qui méritent qui passent. Et nous, on ne méritait pas. Ah bah, Il faut dire les choses, on ne méritait pas. de toute façon, on va le Voilà. rappeler à chaque fois, hein, quand il y a des groupes avec des classements, je veux dire, c'est Et en plus, implacable. Nico, Hein. le pire, mais Nico, le pire, et après je te laisse, c'est qu'en plus, même en étant meilleur troisième, on ne passe pas. C'est ça le pire du pire. C'est que même en étant, comme tu le dis si bien, dans un petit peu l'école des fans, où tout le monde a un cadeau, même nous, le cadeau, on ne l'a pas eu. Tu vois Non, ce que c'est je veux vrai, dire? ouais, tu passes même pas Même, troisième, le- ouais, ouais. même pas Ouais, troisième. ouais. C'est ça qui est malheureux, mais en tout cas, bravo à tout le monde. Et bravo à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, qui passe par. On verra ça Eh ben, on va tu en verras ça parler tout à tout de l'heure. suite, Mais justement. voilà. Bravo à la Côte d'Ivoire. Et justement, on va en parler tout de suite parce que on va surtout parler du Maroc. Donc voilà, Moi, je hein, te vous laisse, avez. Nico, de toute façon, je vous laisse. Ouais, Et passez tous une bonne soirée. ça marche. Merci, Et Raled. je continue à vous écouter, bien sûr. Ça marche. Merci bien. Bah Allez, voilà, ciao, ciao. justement. Salut, salut. On va enchaîner avec justement l'autre, le grand écart, hein, mine de rien, entre la Tunisie et le Maroc, parce qu'on va parler du Maroc qui, dans l'autre groupe ce soir, s'est imposé. Alors 1-0 seulement, mais voilà, l'impression globale, l'impression générale laissée par ce Maroc, toujours, hein, toujours, on l'a déjà dit, on l'a dit dans chaque émission, pour nous, les favoris, ce sont le Sénégal et le Maroc. Voilà. Ça se comporte comme un favori, ça ne s'est imposé qu'un but à zéro, but de Ziyech. D'ailleurs, c'est pareil, hein, on parlait d'un numéro 7 tout à l'heure. Voilà un garçon qui est revenu en forme. Voilà un garçon, et Farouk le disait l'autre soir à propos d'Hakim Ziyech, qui s'est relancé totalement depuis son dernier transfert. Et il arrive dans une autre condition. Moi, je me suis fait la réflexion un petit peu pendant le match. Si on s'amuse à des comparaisons un petit peu, Ziyech dans cette équipe du Maroc, c'est Riquelme. Ça gère le tempo, ça balance des transversales quand il le faut, ça cherche la passe décisive, ça joue tranquillement. Et ce Maroc-là est impressionnant parce qu'il sait gérer les temps. Il sait accélérer quand il a envie. Il est très rarement en danger parce que, bon, on le disait tout à l'heure quand on parlait de l'Asie, mais ils ont un gardien qui est au-dessus de tout le monde, qui te rassure dès que ça commence à. Enfin, je sais pas si on doit dire commence à trembler. Voilà, Maroc, toujours aussi impressionnant, toujours aussi impressionnant. Alors, ils ne se font pas 9 points, hein, puisqu'il y a eu ce fameux match d'après-midi où ils ont eu un petit peu plus de mal face à la RDC. Mais mine de rien, voilà quoi. Ils sont là, ils sont premiers de leur groupe. On notera quand même que la RDC, dans le match que personne n'a vu, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, hein, dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans le match que personne n'a vu, RDC et Tanzanie ont fait un joli 0-0. On a un peu déclenché l'effet Halo, j'ai l'impression, hier, hein, quand on a bien rappelé qu'il n'y avait aucun 0-0 à la CAN. On en a eu, voilà, on a été servi aujourd'hui. Mais bon, on a eu plus de buts en Asie qu'en Afrique. C'est quand même fort. Mais bon, bref, la RDC finit deuxième avec 3 points en duplex, mais ça leur niait fortement sur le Maroc. Ouais, moi je regardais que le Maroc, hein, je t'avoue, j'ai même pas cherché le duplex, hein, parce que voilà. Et voilà, Max Lar a regardé, bravo, 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 bravo. Que je ne peux rien dire de plus que bravo. Et donc, concrètement, cette victoire du Maroc, poussée par le peuple ivoirien, a donc envoyé la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Franchement, sur le Maroc, on a déjà dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça avait fait un petit peu tourner sur certains postes. On voit que ça change rien. On va rappeler que c'est toujours la même histoire, hein. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui est sûre de son football, qui est sûre de son jeu, qui est sûre de son collectif, qui est sereine dans sa tête. Voilà. D'ailleurs, pourquoi regarder le Maroc dans cette dernière journée? Ils étaient déjà qualifiés. Parce que c'est mon favori, Max Lar. Avec la Sénégal, c'est mon favori. Et puis aussi pour savoir si la Côte d'Ivoire allait se qualifier, ouais. Mais c'est vrai, je suis d'accord, hein, mais c'est aussi, voilà, ouais, voilà, merci Francky, pour la continuité, rester dans la ligne du Maroc. Enfin, voilà. On a quand même, à l'issue de cette phase de groupe, de manière générale, on a quand même, on parlait tout à l'heure pour l'Asie, de certains sur les messages, sur qui est véritablement assoit son statut ou des choses comme ça. Voilà, Maroc et Sénégal sont quand même très très bien. Le Maroc, il y avait un danger. Ils avaient 4 points, il me semble. Ils avaient 4 points. Avec 4 points, tu étais qualifié, hein, Walid.
Donc, il n'y avait pas de gros danger, hein. Je pense que ça allait, hein. Vu les scénarios de la veille, ils avaient 4 points avant le match, donc voilà, ils finissent le groupe avec 7 points. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve qu'on est dans le même parallèle avec le Sénégal, c'est-à-dire des équipes qui savent ce qu'elles font, qui sont certaines de leur qualité, qui sont en confiance, avec des joueurs qui sont affûtés, qui sont en confiance. Je parlais de Ziyech. Ziyech, il est affûté comme jamais. Franchement, et puis on sent aussi qu'il y a, côté Maroc, il y a une sérénité, une décontraction quand on voit le match de Bouffal, quand on voit qu'il cherche le geste, qu'il passe son temps. Enfin, il y a des sourires. C'est une équipe qui joue avec le sourire. Ça change beaucoup de choses. Donc voilà. Bref, attention au Maroc. On va en profiter pour regarder justement, parce que là, pour le coup, c'est terminé en Afrique. On a terminé. On va pouvoir se focaliser un petit peu sur les huitièmes de finale. Je vais vous donner la liste. Ça va démarrer dans 2 jours. Donc oui, on est le 25 là maintenant, à l'heure où on parle. Ça va démarrer le 27 avec Nigeria, Cameroun et Angola, Namibie. Nigeria, Cameroun. Nigeria-Cameroun, ça va être très très sympa. Angola-Namibie, à pronostiquer, c'est chaud, hein. Voilà. Mais Nigeria-Cameroun, franchement, bah oui, forcément, le match le plus excitant, hein, de cette heure-là. Est-ce qu'on a les horaires? Est-ce que je peux afficher les horaires? Est-ce que je les ai d'afficher quelque part, ces horaires? Ouais, je vais vous les donner. Angola-Namibie à 18h. Nigeria-Cameroun à 21h. Voilà, ça sera samedi, donc, parce que l'Afrique ne revient que samedi maintenant. Voilà, dimanche, Guinée équatoriale, Guinée. Voilà, pour tous les amis tunisiens qui sont supporters de la Guinée équatoriale ou qui n'en peuvent plus, je pense qu'il y a, voilà. Et un bouillant Égypte-RDC. Ça monte en régime, hein, forcément, hein, on s'y attend, ça monte en régime. Difficile de le pronostiquer, hein, ce Égypte-RDC. Euh, j'aurais, j'ai peur de déclencher des effets LO aussi en disant ça. Donc voilà. Euh, je vais rien dire. Donc je vais pas déclencher d'effet LO. On va rester. On va rester comme ça, on va rester neutre. On va pas déclencher d'effet LO, après les supporters ils vont m'en vouloir. Ça sera dimanche à 18h, donc Guinée équatoriale, Guinée, et 21h, Égypte, RDC. Lundi, on aura Cap-Vert, Mauritanie. Pareil, match qui s'annonce très très intéressant sur le papier. Et forcément, la très très grosse affiche. Le Sénégal, Côte d'Ivoire, avec donc le Sénégal d'un côté, on vient de le dire, et une Côte d'Ivoire dont on ne sait pas dans quel état elle va être, vu ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. On avait dit, hein, le soir même, parce que beaucoup de gens disaient que la Côte d'Ivoire était éliminée, on finissait par se dire mais non, mais non, mais non, mais non, mathématiquement ça ne l'est pas. Ça a implosé de partout. Gasset n'est plus là, Emer Faé prend la relève. Est-ce qu'il y aura des changements dans l'effectif? Est-ce que c'est le bon moment pour changer des effectifs quand tu joues un huitième de finale? Dans quel état seront les joueurs ivoiriens? Est-ce qu'ils finalement ils vont se dire qu'ils n'auront plus rien à perdre et que ça va les libérer? Il va falloir quand même que ça soit très sérieux, parce que le Sénégal est très très sérieux. Donc ça sera le match de 21h. Et mardi, Mali-Burkina Faso, assez ouvert. Petite pièce sur le Mali quand même. Ça, j'avais dit que je disais personne, mais bon, voilà. Et aussi le très très excitant Maroc-Afrique du Sud. Bah voilà, hein, on monte en régime aussi, parce que ça risque d'être, enfin, ça sera un vrai test. Donc voilà, ça sent le mauvais tirage de l'Afrique du Sud. Ça sent le tirage plus piégeux qu'il n'y paraît. Oui, ça, on est bien d'accord. Et pour se projeter pour la suite, ouais, c'est alors le vainqueur de Nigeria-Cameroun, en fait, ça marche par duo, hein. Maroc, s'il passe, c'est le vainqueur de Cap-Vert-Mauritanie, hein, Francky. Donc voilà. Voilà, les réponses, on les aura samedi pour l'Afrique. Voilà, on va avoir une journée demain qui sera entièrement dédiée à l'Asie. Donc on pourra tranquillement débriefer la journée demain, aujourd'hui, hein, puisqu'il est minuit passé. On pourra tranquillement débriefer la dernière journée de la phase de groupe des groupes E et F en Asie. Et on pourra se projeter un petit peu sur les huitièmes. Vendredi, on pourra faire une pause, parce que je pense qu'il n'y a pas de huitième de finale programmé vendredi. Je vérifie avant de dire une bêtise, non. Donc voilà.
On pourra pleinement profiter de l'infâme Corée du Sud. Exactement. Exactement. Bon courage à tous ceux qui le feront. Non, mais en plus, profitez-en, c'est gratuit sur YouTube. Donc voilà. Et puis en plus, demain, il n'y a pas d'Afrique. Donc vous pouvez y aller. Voilà, on va en rester là pour cette émission de jour de coup parce que mes deux compères du jour sont toujours dans le coin pour que je puisse les saluer. Oui, Eh je suis ben, là. Kylian est encore là. On se retrouve demain, Kylian. Ouais, on se retrouve demain si je me suis pas endormi. Ouais, t'as le temps de te réveiller d'ici Oui, j'ai le 23h. temps de me réveiller. Ouais, mais bon. On commencera peut-être plus tôt d'ailleurs. Tiens, je sais pas, on verra. Ah, si tu veux. On peut peut-être Ouais, commencer plus tôt puisqu'on n'a pas de match à attendre. ouais, bah si tu veux, on commence plus tôt, on a pas de problème. Ouais, bah écoutez, on va se donner rendez-vous à tous demain et puis on commencera peut-être plus tôt. Tiens, demain, comme ça on pourra débriefer tranquillement avant Ouais, de parce se qu'il y jeter aura sur. peut-être pas mal de choses à dire sur les huitièmes, du coup. Donc, Ouais, exactement. Donc on fera ça. On commencera plus tôt demain et comme ça, ça nous donnera du temps pour le pré-olympico derrière. Et justement, le pré-olympico, c'est ce qu'il va suivre. Ça a démarré entre l'Argentine et le Pérou. Le Mascherano Bowl, c'est maintenant. On va s'y mettre dans. Je vais rendre l'antenne et 2-3 minutes après, je relance pour pouvoir le temps de préparer 2-3 images. Je vais remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat, comme d'habitude. Toujours un plaisir de vous lire et d'interagir avec nous. Merci à ceux qui regardent cette émission en replay ou qui l'écoutent en replay puisqu'elle est disponible sur les plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, venez sur notre Discord, abonnez-vous à nos chaînes si vous le pouvez et si vous le voulez. Et donc vérifiez demain, je communiquerai. Peut-être qu'on commencera plus tôt demain, ça nous donnera plus de temps pour nous poser et débriefer la phase de groupe de l'Asie. Voilà, bonne nuit si vous allez vous coucher. Sinon, bougez pas, on revient d'ici 3-4 minutes pour le Mascherano Bowl et le Argentine-Pérou et parler du pré-olympico. Il y a beaucoup de choses à dire après ce qui s'est passé ce soir, notamment du côté de l'Uruguay de Bielsa. À tout de suite ou sinon à demain. Bonne nuit à tous ou à tout de suite donc.